Dans les archives départementales de Caen, un registre de décès daté de 1889 porte une annotation troublante. 143 pensionnaires de l'hospice Saint-Augustin décédés en une seule nuit, cause épidémie de choléra. Pourtant, aucune épidémie n'a été rapportée cette année-là en Normandie. Et si vous vous inscrivez à cette chaîne et nous dites de quelle ville vous nous écoutez, peut-être découvrirez-vous que votre région cache aussi des secrets semblables à celui que nous allons révéler aujourd'hui. Car ce qui s'est passé dans cette institution religieuse entre 1855 et 1889 dépasse l'entendement. Une histoire si sombre que l'Église et l'État ont préféré l'effacer des mémoires. Nous sommes en 1855, dans la campagne normande, à quelques lieues de Bayeux. La France de Napoléon III traverse une période de prospérité apparente, mais sous cette façade dorée se cachent des réalités bien plus sombres. L'industrialisation naissante bouleverse les structures sociales traditionnelles, et avec elle émergent de nouveaux problèmes. L'exode rural, la pauvreté urbaine, et surtout le besoin croissant de nettoyer la société de ces éléments indésirables. Dans cette époque où l'honneur familial prime sur tout, où un scandale peut ruiner définitivement une lignée aristocratique, les familles fortunées cherchent des solutions discrètes à leurs problèmes domestiques. L'État, de son côté, encourage toute initiative privée qui décharge les pouvoirs publics de leurs responsabilités sociales. Quant à l'Église, elle voit dans ses œuvres charitables un moyen de regagner l'influence perdue depuis la Révolution. C'est dans ce contexte que s'élève l'Hospice Saint-Augustin, une imposante bâtisse de pierre grise nichée au cœur d'un vallon isolé, à l'écart de toute route principale. Le domaine s'étend sur près de 100 hectares de terres agricoles, entourées de hauts murs de pierre qui masquent les activités de l'institution aux regards indiscrets. 3 étages de fenêtres étroites, munis de barreaux de fer forgés, perçant les murs épais de l'édifice principal, donnant à l'ensemble l'allure d'une forteresse plutôt que d'un lieu de soins. La façade principale, ornée d'une croix de fer forgée de 3 mètres de haut et d'une statue de Saint-Augustin, aux traits érodés par les intempéries, présente une architecture sobre mais imposante. Les ailes est et ouest, ajoutées successivement au bâtiment originel, s'étendent sur 2 étages supplémentaires, reliés au corps principal par des galeries couvertes aux voûtes gothiques. Derrière l'édifice s'étendent les communs, cuisines, lingerie, ateliers et surtout les fameux jardins qui feront plus tard parler d'eux. L'institution est dirigée par la famille de Brissac, une lignée de petits nobles désargentés qui a trouvé dans la charité chrétienne un moyen de redorer son blason et de remplir ses coffres. Arnaud de Brissac, patriarche âgé de 53 ans en cette année 1855, descend d'une famille de gentilshommes campagnards ruinés par les guerres révolutionnaires. Grand homme sec, aux cheveux prématurément blanchis, il arbore une barbe grisonnante soigneusement taillée et un regard perçant de couleur acier qui ne trahit jamais ses pensées. Ses mains, longues et osseuses, portent encore la bague à l'écusson familial, seul vestige tangible d'un passé plus glorieux. Sa femme, Marguerite de Brissac-née-du-Bois, est la fille d'un riche négociant du Havre qui a fait fortune dans le commerce triangulaire avant d'investir dans les premières filatures normandes. Femme de 48 ans, au physique avenant mais au caractère de fer, elle apporte à l'union non seulement la fortune nécessaire au fonctionnement de l'hospice, mais aussi les relations indispensables dans le monde des affaires et de l'administration. Son salon parisien qu'elle tient rue Saint-Honoré est fréquenté par des personnalités influentes du régime impérial. Leur fils unique, Édouard de Brissac, alors âgé de 28 ans, représente la nouvelle génération de cette aristocratie déclinante qui tente de s'adapter aux réalités du monde moderne. Formé chez les jésuites du collège de Vaugirard, puis à l'école libre des sciences politiques de Paris, il possède une intelligence acérée et une ambition sans bornes que tempère mal un vernis de religiosité de façade. Ses traits fins et son élégance naturelle dissimulent une âme profondément corrompue par l'appât du gain et la soif de pouvoir.
L'hospice accueille officiellement 3 catégories de pensionnaires, selon les prospectus distribués dans les salons parisiens et les presbytères de province. Premièrement, les aliénés mentaux de bonne famille que leurs proches ne peuvent se résoudre à envoyer dans les asiles publics de sinistre réputation. Deuxièmement, les femmes de mœurs légères en voie de rédemption, qu'il s'agisse de filles mères repenties ou d'épouses adultères soumises à la pénitence. Troisièmement, les indigents âgés ou infirmes recommandés par les curés de la région. En réalité, l'établissement fonctionne selon une toute autre logique. Les familles fortunées de toute la région, et même de Paris, y envoient leurs membres encombrants, moyennant une pension qui varie selon la gravité du problème à résoudre et l'urgence de la situation. Un fils prodigue criblé de dettes peut y être interné pour quelques milliers de francs par an. Une fille mère dont le scandale menace l'honneur familial coûtera plus cher. Quant aux témoins gênants d'affaires louches ou aux héritiers indésirables, leurs tarifs atteignent des sommets qui font de l'hospice une véritable mine d'or. Les autorités locales, à commencer par le préfet Joseph Lemercier, ancien avocat parisien nommé en Normandie, après avoir rendu quelques services discrets au régime, soutiennent chaleureusement cette initiative qui débarrasse la société de ses éléments perturbateurs, tout en affichant une façade chrétienne irréprochable. Le sous-préfet, le procureur impérial, le commissaire de police et même l'évêque de Bayeux font partie du conseil d'administration officieux de l'établissement, recevant chacun des gratifications substantielles pour leur bienveillance administrative. Le personnel permanent se compose d'une quinzaine de religieuses de l'ordre des Filles de la Charité, dirigée par sœur Agnès Leclerc, une femme de 45 ans au visage austère, marqué par des années de pénitence. Originaire d'une famille de bourgeois cahénais, ruinée par de mauvais placements, elle a trouvé dans la religion un refuge et une revanche sociale. Son autorité sur les autres sœurs est absolue, et son dévouement aux de Brissac confine au fanatisme. Elle connaît tous les secrets de l'hospice mais les considère comme des mystères sacrés qu'elle porte comme une croix. 3 médecins se relaient pour assurer les soins, si l'on peut utiliser ce terme. Le docteur Henri Beaumont, 60 ans, ancien chirurgien militaire ayant servi en Algérie, a développé pendant les campagnes coloniales des méthodes peu orthodoxes pour traiter les indigènes récalcitrants. Homme trapu aux mains épaisses et au regard fuyant, il boit plus que de raison et trouve dans les expériences de l'hospice un exutoire à ses instincts sadiques. Ces méthodes, qu'il qualifie de thérapies innovantes, s'inspirent largement des techniques d'interrogatoire apprises dans les geôles d'Afrique du Nord. Le docteur Paul Rousseau, 42 ans, spécialiste des maladies mentales formé à la Salpêtrière auprès du professeur Parchap, apporte une caution scientifique aux pratiques de l'établissement. Théoricien brillant mais praticien sans scrupules, il voit dans l'hospice un laboratoire idéal pour tester ses théories sur le conditionnement comportemental et l'influence des drogues sur l'esprit humain. Ses publications dans les revues médicales parisiennes, qui font référence aux remarquables résultats thérapeutiques obtenus en milieu rural normand, lui valent une réputation flatteuse dans les cercles savants. Enfin, le docteur Jules Fontaine, médecin généraliste local de 58 ans, ancien ami d'enfance d'Arnaud de Brissac, assure la liaison avec le monde extérieur. C'est lui qui signe les certificats de décès, qui reçoit les familles inquiètes et qui maintient les apparences de normalité. En échange de sa discrétion et de sa complaisance administrative, il reçoit des honoraires qui lui permettent de mener grand train dans sa propriété des environs de Caen. À ce personnel officiel s'ajoute une dizaine d'employés laïcs dont le rôle exact reste flou. Jardiniers, palefreniers, cuisinières, mais aussi et surtout les fameux gardiens dont nous reparlerons. Ces hommes, recrutés parmi d'anciens militaires ou bagnards libérés, assurent la sécurité de l'établissement et l'exécution des tâches les plus délicates. Leurs gages sont élevés, et leur silence acheté par des primes substantielles et la promesse d'une retraite confortable dans les colonies. L'histoire qui nous occupe commence réellement par l'arrivée, en septembre 1855, de sœur Marie-Claire Dufresne, une jeune religieuse de 24 ans originaire de Rouen.
Fille d'un modeste employé des ponts et chaussées, elle a embrassé la vie religieuse après la mort prématurée de ses parents dans l'épidémie de choléra de 1849. Femme intelligente et cultivée, elle parle couramment le latin et possède des notions d'allemand et d'anglais, acquises auprès d'un précepteur protestant qui donnait des leçons dans sa famille avant sa conversion. Fraîchement sortie du noviciat de la maison mère de Paris, elle a été affectée à l'hospice sur demande expresse d'Arnaud de Brissac, qui entretient des relations privilégiées avec la supérieure générale de l'ordre. Cette dernière, sœur Catherine de la Miséricorde, femme influente proche des cercles bonapartistes, apprécie les nouvelles recrues pour leur zèle et leur absence de questions embarrassantes sur les méthodes employées dans certains établissements particuliers. Le voyage vers l'hospice Saint-Augustin s'effectue en diligence depuis Caen, par des routes défoncées qui serpentent à travers la campagne normande. Sœur Marie-Claire, habituée à l'animation de Rouen puis de Paris, est frappée par l'isolement progressif du paysage. Les derniers kilomètres se parcourent sur un chemin de terre bordé de haies impénétrables, et c'est seulement au détour d'un virage que surgit la silhouette imposante de l'hospice, dressée contre un ciel bas chargé de nuages. Dès ses premiers pas dans l'établissement, sœur Marie-Claire est frappée par l'atmosphère particulière qui y règne. Le hall d'entrée, pavé de dalles de granit gris, résonne étrangement sous les pas. Les murs épais étouffent les sons extérieurs, créant un silence pesant que ne rompent que les murmures étouffés et les claquements de portes lointains. L'odeur qui flotte dans l'air mêle l'encens des offices religieux, les effluves de cuisine collective et quelque chose de plus indéfinissable qui évoque vaguement l'éther et les produits de pharmacie. Sœur Agnès Leclerc accueille la nouvelle arrivante avec une cordialité de façade qui masque mal une méfiance instinctive. Pendant la visite des lieux, elle multiplie les recommandations et les mises en garde déguisées en conseils bienveillants. Notre hospice accueille des cas particuliers, ma sœur. Des âmes tourmentées qui demandent beaucoup de patience et de discrétion. Il ne faut pas s'étonner de certaines manifestations. L'important est de garder foi en la providence et de se souvenir que nous servons une cause supérieure. Les pensionnaires, au nombre d'une centaine environ selon le registre consulté ce jour-là, semblent effectivement étrangement dociles. Ils se déplacent lentement dans les couloirs carrelés de faïence blanche, le regard vide, fixé sur un point invisible devant eux. Leur démarche traînante et leurs gestes mécaniques évoquent davantage des automates que des êtres humains. Quand ils répondent aux ordres du personnel, c'est avec une obéissance mécanique qui n'a rien de naturel, comme si leur volonté propre avait été abolie. Les femmes, vêtues de robes grises uniformes sans aucun ornement, occupent l'aile est du bâtiment. Leurs cheveux, coupés courts et cachés sous des coiffes blanches, donnent à leurs visages émaciés une apparence androgyne troublante. Elles passent leur journée à des activités répétitives, couture, tricot, confection de chapelets, toujours sous la surveillance rapprochée des religieuses. Quand sœur Marie-Claire tente d'engager la conversation, elle n'obtient que des réponses monosyllabiques ou des sourires vides d'expression. Les hommes, dans l'aile ouest, semblent dans un état similaire. Vêtus de blouses bleues délavées, ils s'activent aux travaux des champs ou dans les ateliers avec la même absence d'initiative personnelle. Leurs visages burinés par les intempéries portent tous cette même expression absente. Ce regard éteint qui transforme des individus en ombre d'eux-mêmes. Le premier repas pris dans le réfectoire commun achève de troubler sœur Marie-Claire. Les pensionnaires mangent dans un silence complet, sans échanger le moindre regard, comme si chacun évoluait dans une bulle invisible qui l'isolait du monde extérieur. Le menu, composé d'une soupe aux légumes, de pain noir et d'un morceau de fromage, est consumé machinalement, sans plaisir apparent ni même vraie faim. Plusieurs pensionnaires laissent leurs assiettes à demi pleines, indifférents à la nourriture comme au reste. Quand sœur Marie-Claire s'enquiert auprès de sœur Agnès de la cause de cette léthargie généralisée, celle-ci lui répond laconiquement que c'est là l'effet bénéfique des traitements innovants du docteur Beaumont.
Ces pauvres âmes arrivent ici dans un état d'agitation extrême, rongées par leurs démons intérieurs. Grâce aux soins éclairés de nos médecins, elles trouvent enfin la paix. N'est-ce pas là un miracle de la science moderne au service de la charité chrétienne? Cette explication, pour rassurante qu'elle se veuille, ne convainc guère sœur Marie-Claire. Son instinct lui dit que quelque chose cloche profondément dans cet établissement, mais elle n'arrive pas encore à identifier la nature exacte du problème. C'est en consultant les registres d'admission, dans le cadre de ses nouvelles fonctions de secrétaire adjointe, qu'elle va commencer à entrevoir la vérité. Les semaines qui suivent l'arrivée de sœur Marie-Claire sont consacrées à sa prise de fonction et à l'apprentissage des routines de l'hospice. Ces journées commencent à 5 heures du matin, par les laudes dans la chapelle, un petit édifice néo-gothique annexé au bâtiment principal et décoré de vitraux aux couleurs ternes qui filtrent à peine la lumière extérieure. L'office, présidé par l'abbé Gustave Bonnet, ancien aumônier militaire reconverti dans la direction spirituelle d'établissements spécialisés, se déroule dans une atmosphère de recueillement forcé, où les pensionnaires présents semblent plus absents que jamais. Après un petit déjeuner frugal pris dans le réfectoire des religieuses, sœur Marie-Claire rejoint le bureau administratif situé au premier étage de l'aile principale. Cette pièce austère, meublée de quelques tables de bois sombre et d'armoires métalliques, abrite les archives de l'établissement, registres d'admission et de sortie, dossiers médicaux, correspondance avec les familles, comptabilité. C'est là qu'elle va progressivement découvrir les anomalies qui caractérisent le fonctionnement de l'hospice. Le premier élément troublant concerne les admissions. Contrairement à ce qui se pratique dans les établissements similaires, l'hospice Saint-Augustin ne reçoit jamais de pensionnaires par décision administrative ou judiciaire. Tous sont internés sur demande expresse de leur famille, moyennant le versement d'une pension dont le montant varie considérablement selon des critères qui échappent à sœur Marie-Claire. Certains dossiers mentionnent des sommes dérisoires, quelques centaines de francs par an, tandis que d'autres font état de versements considérables, plusieurs milliers de francs, parfois complétés par des donations en nature, propriétés foncières, actions industrielles, bijoux de famille. Plus troublant encore, les motifs d'internement révèlent une créativité administrative qui laisse songeur. Hystérie consécutive à un deuil, mélancolie avec tendance autodestructrice, manie religieuse avec hallucination mystique, dépravation morale avec penchant au vol, alcoolisme chronique avec violence, idées socialistes avec propagande subversive. La liste des pathologies supposées semble s'adapter miraculeusement aux besoins des familles plutôt qu'à la réalité clinique des patients. Mais c'est en consultant plus attentivement les noms des pensionnaires que sœur Marie-Claire ressent ses premiers vrais doutes. Ces noms réveillent en elle des souvenirs troublants, des échos de conversations entendues dans les salons rouennais de sa jeunesse ou dans les parloirs du couvent parisien. Marie Delacroix, cette bourgeoise de Rouen dont la disparition avait défrayé la chronique locale 2 ans plus tôt. Officiellement, elle était partie pour un pèlerinage à Lourdes avec un groupe de dévotes, mais le groupe était revenu sans elle, prétextant qu'elle avait décidé de prolonger son séjour dans un couvent pyrénéen pour approfondir sa vie spirituelle. Antoine Mercier, ce fils de notaire caennais qui avait défrayé la chronique mondaine par ses mœurs dissolues et ses dettes de jeu avant de mourir subitement d'une fièvre cérébrale, selon le faire-part publié dans les journaux locaux. Ses obsèques, célébrées en grande pompe dans la cathédrale de Caen, avaient attiré tout le gratin de la bourgeoisie locale, soucieux de témoigner sa compassion à une famille respectable frappée par le malheur. Célestine Morvan, cette institutrice communale, accusée d'enseigner des idées pernicieuses à ses élèves après avoir été surprise en possession d'ouvrages socialistes. Elle avait disparu du jour au lendemain de son poste, et l'inspection académique avait officiellement annoncé qu'elle avait démissionné pour des raisons de santé avant de partir se soigner dans un sanatorium suisse. Tous ces noms figurent bel et bien dans les registres de l'hospice, avec des dates d'admission qui correspondent étrangement aux périodes de leur disparition du monde extérieur.
Mais selon les documents officiels consultables dans les mairies et les paroisses, ces personnes sont toutes décédées depuis longtemps. Leurs actes de décès dûment enregistrés dans leur commune d'origine, leur succession réglée, leur tombe fleurie par des familles endeuillées. Le trouble de sœur Marie-Claire s'intensifie lors de sa première tournée dans l'aile des femmes, un bâtiment de 3 étages relié au corps principal par une galerie couverte. Les couloirs, carrelés de faïence blanche qui renvoient l'écho des pas, s'étirent sur une 50aine de mètres, ponctués de portes numérotées qui donnent sur les chambres individuelles. Chaque porte est munie d'un judas permettant la surveillance, et certaines portent la mention « isolement » sur une plaque de cuivre terni. C'est au détour d'un couloir du 2e étage qu'elle reconnaît, avec un choc qui lui coupe le souffle, Mathilde Beauvais, la fille d'un riche armateur caennais qu'elle avait rencontré lors de réceptions familiales dans sa jeunesse. Officiellement, Mathilde était morte de la tuberculose l'année précédente, et ses obsèques, célébrées dans l'église Saint-Pierre de Caen, avaient attiré une foule considérable venue rendre hommage à cette jeune femme de 26 ans, emportée dans la fleur de l'âge. Pourtant, elle est là, indéniablement vivante, amaigrie certes, le teint cireux et les cheveux ternes, mais reconnaissable malgré les ravages de son internement. Vêtue de la robe grise réglementaire, elle erre dans le couloir d'une démarche incertaine, les yeux perdus dans le vague, marmonnant des phrases incohérentes d'une voix monocorde qui glace le sang. Quand sœur Marie-Claire s'approche pour lui parler, usant des formules de politesse qu'elles échangeaient autrefois lors de leur rencontre mondaine, Mathilde la regarde sans la reconnaître, les pupilles anormalement dilatées, le regard flottant comme celui d'une somnambule. « Les fleurs, il faut arroser les fleurs. Papa dit que les fleurs ont soif. Toujours soif. » répète-t-elle inlassablement, se balançant d'avant en arrière comme une enfant, les mains crispées sur sa robe qu'elle froisse machinalement. Sœur Marie-Claire tente d'établir un contact, évoquant des souvenirs communs, des personnes de leur connaissance. Mais Mathilde reste enfermée dans son monde intérieur, indifférente aux stimulations extérieures. Seules ses lèvres bougent, articulant sans cesse les mêmes mots incompréhensibles, comme si son esprit était prisonnier d'une obsession unique qui aurait effacé tout le reste de sa personnalité. Cette rencontre bouleverse profondément sœur Marie-Claire, qui commence à soupçonner que l'hospice Saint-Augustin cache des secrets infiniment plus sombres qu'elle ne l'imaginait. Si Mathilde Beauvais est vivante alors que sa famille et toute la société la croient morte, combien d'autres pensionnaires sont-ils dans le même cas ? Et surtout, par quel mécanisme diabolique ces gens peuvent-ils mourir officiellement tout en continuant à végéter entre les murs de cet établissement ? Les semaines qui suivent cette découverte troublante voient sœur Marie-Claire développer une stratégie d'investigation discrète, profitant de ses fonctions administratives pour consulter les archives et observer les allées et venues du personnel. Elle découvre rapidement que l'hospice fonctionne selon un système à double niveau. Les activités officielles, visibles lors des visites d'inspection ou des cérémonies religieuses, et les activités clandestines qui constituent la véritable raison d'être de l'établissement. Le docteur Beaumont, qu'elle observe attentivement lors de ses visites quotidiennes, ne ressemble en rien à l'image traditionnelle du médecin dévoué au bien-être de ses patients. Homme trapu aux cheveux grisonnants toujours mal peignés, il dégage une odeur permanente d'alcool et de produits chimiques qui prend à la gorge. Ses mains épaisses, aux ongles souvent douteux, manipulent ses instruments avec une brutalité qui n'a rien de médical. Mais c'est son regard qui frappe le plus. Des yeux petits et perçants d'un bleu délavé qui semblent évaluer chaque personne rencontrée comme un spécimen d'étude plutôt que comme un être humain. Ces consultations, qu'elle parvient à observer discrètement depuis le couloir, relèvent davantage de l'interrogatoire que de l'examen médical. Les patients, amenés un par les gardiens, subissent des manipulations physiques qui les font gémir de douleur, suivies d'injections pratiquées sans ménagement dans diverses parties du corps. Le docteur Beaumont prend des notes détaillées dans un carnet personnel qu'il garde toujours sur lui, annotant apparemment les réactions de chaque sujet à ses traitements. Sœur Marie-Claire remarque également la présence de 2 hommes qu'elle n'avait pas vus lors de sa visite d'arrivée.
Ces individus, qu'elle surnomme mentalement les gardiens, apparaissent régulièrement dans les couloirs, toujours ensemble, se déplaçant avec la démarche caractéristique d'anciens militaires. L'un, surnommé le Breton par les autres employés, est un colosse aux cheveux roux et à la barbe hirsute, aux mains énormes marquées de cicatrices qui évoquent des combats au couteau. L'autre, le Parisien, plus petit mais tout aussi inquiétant, porte sur le visage les stigmates de la variole et dans le regard la froideur de ceux qui ont vu trop de violence. Ces hommes portent des tabliers de cuir tachés de substances indéterminées et dégagent une odeur âcre de produits chimiques mêlés à quelque chose de plus organique et de franchement nauséabond. Ils accompagnent régulièrement le docteur Beaumont dans ses déplacements, portant des mallettes métalliques dont le contenu teinte sinistrement à chaque pas. Leur rôle exact échappe à sœur Marie-Claire, mais leur simple présence suffit à faire régner un climat de terreur muette parmi les pensionnaires. Un événement particulier va éclairer sœur Marie-Claire sur les véritables activités de l'hospice. Un matin d'octobre, elle assiste depuis la fenêtre de son bureau à l'arrivée d'une voiture fermée aux vitres occultées par des rideaux noirs. Plusieurs hommes en descendent, portant entre eux une forme enveloppée dans une bâche qu'ils transportent directement vers l'arrière du bâtiment, évitant soigneusement l'entrée principale et les regards indiscrets. Intriguée, elle décide de mener sa propre enquête. Profitant de l'office du soir, pendant lequel l'attention générale se concentre sur la chapelle, elle se faufile vers l'arrière de l'hospice, là où elle a vu disparaître les mystérieux visiteurs. Elle découvre alors l'existence d'une entrée secondaire, une porte métallique dissimulée derrière un massif de lauriers, qui donne accès à un escalier de pierre descendant vers les sous-sols. Cette découverte la trouble profondément. Pourquoi l'hospice aurait-il besoin d'une entrée secrète? Et que peuvent bien contenir ces sous-sols dont personne ne lui a jamais parlé? Sa curiosité piquée au vif, elle décide d'explorer ces mystérieuses profondeurs lors de sa première occasion. L'occasion se présente une semaine plus tard, lors d'une soirée où une violente tempête d'automne s'abat sur la région. Les hurlements du vent couvrent tous les bruits et l'électricité étant coupée, l'hospice baigne dans la lueur vacillante des bougies et des lampes à pétrole. Profitant de cette confusion, sœur Marie-Claire s'empare d'une bougie et se dirige vers l'escalier secret qu'elle a repéré. La descente dans les sous-sols lui révèle un monde souterrain dont elle ne soupçonnait pas l'existence. L'escalier de pierre, aux marches usées par un passage fréquent, descend sur une quinzaine de mètres avant de déboucher sur un long couloir voûté creusé dans le roc. L'air y est vicié, chargé d'humidité et d'odeurs indéfinissables qui prennent à la gorge et soulèvent le cœur. Le couloir dessert une série de salles dont les portes, munies de judas et de systèmes de verrouillage complexes, évoquent davantage les geôles d'une prison que les chambres d'un établissement de soins. Derrière ces portes, sœur Marie-Claire perçoit des gémissements sourds, des murmures incohérents, parfois des sanglots étouffés qui témoignent de souffrances inimaginables. Dans l'une de ces salles, dont la porte est restée entr'ouverte, elle découvre un spectacle qui la glace d'horreur. Une dizaine de personnes, hommes et femmes mélangés, gisent sur des paillasses souillées, dans un état de délabrement physique et mental qui défie l'entendement. Certaines sont attachées par des sangles de cuir au montant métallique de leur couche de fortune. D'autres errent dans l'espace exigu en se balançant d'avant en arrière, le regard perdu dans un monde intérieur dont elles semblent ne plus pouvoir sortir. L'une de ces créatures, un homme d'une quarantaine d'années au crâne à demi rasé et aux vêtements en lambeaux, lève vers elle des yeux suppliants où brille encore une lueur de conscience. Sa bouche s'ouvre et se ferme sans émettre de son, comme s'il avait oublié l'usage de la parole. Puis soudain, d'une voix rauque qui semble venir d'outre-tombe, il articule péniblement « Sortez-moi d'ici. Je ne suis pas fou. Ils m'ont dit que j'étais mort. Ma femme croit que je suis mort. Mes enfants pleurent sur ma tombe. » Ces paroles, prononcées avec une lucidité déchirante au milieu de ce cauchemar, frappent sœur Marie-Claire comme un coup de massue. Elle comprend soudain que ces ombres humaines ne sont pas des malades mentaux ordinaires,
mais des victimes d'un système qui les maintient artificiellement dans cet état d'abjection. Terrifiée par sa découverte, elle remonte précipitamment vers les étages supérieurs, le cœur battant à tout rompre, poursuivie par les gémissements de ces damnés qui semblent l'implorer de les délivrer de leur calvaire. Cette vision la hante pendant des jours. Elle tente de retrouver l'accès aux caves, mais découvre que la porte secrète est désormais solidement verrouillée, gardée en permanence par l'un des deux gardiens qui semble avoir été posté là, spécialement pour dissuader les curieux. Quand elle questionne sœur Agnès sur l'existence de ces sous-sols, prétextant avoir entendu des bruits étranges, celle-ci lui lance un regard glacial où perce une menace à peine voilée. Il y a des endroits dans cette maison où une jeune religieuse n'a pas à mettre les pieds, déclare-t-elle sèchement, sa voix habituellement suave prenant des accents métalliques. Ces lieux abritent des mystères qui dépassent votre entendement et votre vocation. Concentrez-vous sur vos devoirs et oubliez ce que vous croyez avoir vu. Pour votre propre bien, ma sœur, et pour celui de votre âme immortelle. Cette menace à peine déguisée ne fait qu'attiser la curiosité de sœur Marie-Claire. Elle comprend qu'elle a mis le doigt sur quelque chose d'énorme, un secret si terrible que même une religieuse expérimentée comme sœur Agnès préfère le taire plutôt que de risquer d'y être mêlée. Dès lors, elle redouble de prudence dans ses investigations, mais multiplie également les observations discrètes pour percer à jour le mystère de l'hospice Saint-Augustin. Si ce récit vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il est arrivé à tous ces gens, car nous n'avons encore effleuré que la surface de cette horrible vérité. Au fil des semaines, sœur Marie-Claire développe une véritable stratégie d'espionnage. Profitant de ses tâches administratives, elle consulte méthodiquement tous les documents accessibles, recopie discrètement des noms et des dates, reconstitue peu à peu l'organigramme secret de l'établissement. Elle découvre ainsi l'existence d'un second registre, tenu personnellement par Arnaud de Brissac et conservé dans un coffre-fort dissimulé derrière un faux panneau de son bureau. Ce document, dont elle ne parvient à consulter que quelques pages lors d'une brève absence du patriarche parti en urgence à Caen pour une affaire familiale, révèle une réalité encore plus glaçante que tout ce qu'elle avait imaginé. Les pensionnaires y sont classés selon une typologie administrative d'un cynisme absolu. Les temporaires sont ceux dont les familles paient pour un internement de courte durée, le temps que se tasse un scandale, que se règle une succession délicate ou que s'arrange un mariage compromettant. Les permanents constituent la catégorie la plus nombreuse. Individus gênants dont l'entourage souhaite se débarrasser définitivement, mais sans recourir ouvertement au meurtre qui pourrait susciter des questions embarrassantes. Enfants illégitimes, de liaisons aristocratiques, témoins compromettants d'affaires louches, héritiers indésirables susceptibles de contester des testaments, épouses adultères dont le déshonneur menace l'honneur familial, tous se retrouvent dans cette catégorie avec une mention lapidaire. Traitement prolongé jusqu'à résolution naturelle. Quant aux résolus, cette catégorie glace littéralement le sang de sœur Marie-Claire. En face de ces noms, une simple mention manuscrite de la main d'Arnaud de Brissac, transférée au jardin. Cette expression énigmatique revient régulièrement dans les annotations, toujours associée à des dates récentes, et à des noms qui disparaissent ensuite définitivement des registres courants. Intriguée par cette mention récurrente, sœur Marie-Claire entreprend d'explorer systématiquement les vastes terrains qui entourent l'hospice. Le domaine s'étend sur près de 100 hectares de terres agricoles et forestières, entrecoupées de jardins d'agrément et de potagers qui fournissent une partie de la nourriture consommée dans l'établissement. Mais c'est la partie la plus reculée de cette propriété qui attire son attention. Derrière le bâtiment principal, au-delà des communs et des ateliers, s'étend un parc aux allures de cimetière, parsemé de stèles modestes portant des inscriptions latines qui évoquent davantage des épitaphes que des décorations horticoles. Requiescat in pace, in memoriam, finis coronat opus. Ces formules funéraires, gravées dans la pierre tendre de Caen, jalonnent des allées soigneusement entretenues où la végétation pousse avec une vigueur suspecte.
Ce qui frappe sœur Marie-Claire, c'est la partie la plus reculée de ce jardin, là où cessent les allées pavées et où commence une zone apparemment abandonnée à la nature sauvage. Le sol y semble régulièrement retourné, comme si on y pratiquait des cultures particulières, et l'herbe y pousse d'un vert plus sombre, plus riche, nourri par des éléments organiques qui ne doivent rien aux engrais habituels. Un matin de printemps 1856, alors qu'elle aide au potager dans le cadre de ses tâches domestiques, sœur Marie-Claire fait une découverte macabre qui va définitivement éclairer le sens de l'expression « transférée au jardin ». En bêchant la terre pour planter des légumes destinés à la cuisine de l'hospice, sa houe heurte quelque chose de dur qui résiste à l'outil. Dégageant soigneusement la terre meuble, elle met au jour un fragment d'os humain, jauni par le temps mais parfaitement reconnaissable. Puis un autre, puis d'autres encore. Horrifiée mais incapable de s'arrêter, elle continue à creuser et découvre bientôt les restes d'un squelette complet, mêlé à d'autres ossements qui témoignent de la présence de plusieurs corps enterrés dans cette parcelle. La révélation qui s'impose à elle dépasse l'entendement. Le potager de l'hospice, qui fournit les légumes servis quotidiennement aux pensionnaires survivants, est littéralement fertilisé par leurs prédécesseurs. Cette découverte la bouleverse au point qu'elle manque de s'évanouir sur place. Elle réalise que l'hospice Saint-Augustin n'est pas seulement un établissement où l'on fait disparaître les indésirables de la société, mais un véritable charnier où leurs dépouilles servent ensuite à nourrir ceux qui attendent leur tour. L'ironie macabre de cette situation, où les victimes consomment littéralement leurs prédécesseurs, révèle un niveau de perversité qui dépasse tout ce qu'elle avait pu imaginer. Dès lors, elle comprend le fonctionnement exact du système mis en place par les de Brissac. Les familles riches paient pour se débarrasser de leurs membres gênants, qui sont officiellement déclarés morts après un séjour plus ou moins long dans les caves de l'hospice. Les autorités locales ferment les yeux en échange de généreuses contributions aux œuvres publiques et de pots de vin substantiels. L'Église apporte sa caution morale à l'ensemble du système en bénissant les fausses sépultures et en célébrant les messes de requiem pour des morts qui continuent à agoniser dans les sous-sols. Mais sœur Marie-Claire va bientôt découvrir que le système est encore plus sophistiqué et plus horrible qu'elle ne le pensait. L'été 1856 lui apporte en effet une série de révélations qui vont définitivement lever le voile sur les pratiques de l'établissement. Un matin de juillet particulièrement chaud, elle assiste depuis la fenêtre de son bureau à l'arrivée d'une berline noire, aux armoiries partiellement effacées, mais encore reconnaissables comme celles d'une famille de la haute aristocratie normande. En descend un homme d'une cinquantaine d'années, élégamment vêtu d'un costume sombre de coupe parisienne, accompagné d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui semble dans un état de grande détresse émotionnelle. La jeune femme, vêtue d'une robe de voyage froissée et les cheveux en désordre, pleure abondamment et supplie son compagnon d'une voix entrecoupée de sanglots. Même à distance, sœur Marie-Claire perçoit la détresse authentique de cette malheureuse qui semble pressentir le sort qui l'attend. L'homme, au contraire, affiche une froideur de marbre, consultant ostensiblement sa montre comme s'il s'agissait d'un rendez-vous d'affaires ordinaire plutôt que de l'internement de sa propre fille. La conversation qui s'engage entre cet homme et Arnaud de Brissac devant l'entrée principale de l'hospice, que sœur Marie-Claire parvient à surprendre en entr'ouvrant une fenêtre, révèle toute la mécanique sordide du trafic organisé par l'établissement. « Vous comprenez parfaitement la situation, monsieur de Brissac », dit l'homme en baissant la voix tout en jetant des regards inquiets autour de lui. « Ma fille a eu une conduite totalement inappropriée pour une jeune femme de notre rang, un enfant illégitime avec un roturier dont nous avons dû nous occuper discrètement, mais elle refuse catégoriquement de se repentir de cette faute. Au contraire, elle parle de cette liaison comme d'un grand amour romantique et menace de rejoindre cet individu. C'est absolument inacceptable dans une famille comme la nôtre. Vous le comprenez bien. » Arnaud de Brissac hoche la tête avec la compréhension d'un professionnel habitué à ce genre de confidence familiale. « Naturellement, monsieur le baron de Courteville.
Nous avons la plus grande expérience de ces cas délicats qui demandent autant de discrétion que de fermeté. Votre fille bénéficiera de tous nos soins, spirituels et médicaux. Le temps que prendra sa guérison dépendra entièrement de ses dispositions personnelles, au repentir et à l'acceptation de son statut social. L'échange de l'enveloppe se fait avec la discrétion d'une transaction commerciale bien rodée, mais sœur Marie-Claire, cachée derrière les rideaux de sa fenêtre, ne perd rien de cette scène révélatrice. La jeune femme, qui s'appelle Isabelle selon les documents qu'elle entrevoit, sera officiellement internée pour hystérie consécutive à un deuil prématuré et portée décédée de chagrin dans les registres paroissiaux 3 jours plus tard. Les semaines qui suivent l'internement d'Isabelle de Courteville permettent à sœur Marie-Claire d'observer de près le processus de traitement appliqué aux pensionnaires récalcitrants. La jeune femme, placée dans l'aile des cas difficiles, subit ce que le docteur Beaumont appelle ses thérapies correctives, un ensemble de pratiques qui relèvent davantage de la torture raffinée que de la médecine. Le traitement commence par un isolement complet dans une cellule capitonnée des sous-sols, où la patiente est privée de tout contact humain pendant plusieurs jours. Cette phase, destinée selon le docteur Beaumont à briser les résistances psychologiques, s'accompagne d'un jeûne quasi total qui affaiblit rapidement les défenses physiques et morales de la victime. Viennent ensuite les bains thérapeutiques, des immersions quotidiennes dans des cuves d'eau glacée additionnées de substances chimiques qui provoquent des réactions cutanées douloureuses. Ces séances, d'une durée croissante, sont censées purifier l'organisme des humeurs viciées, selon la terminologie pseudo-médicale employée par le praticien. Mais le plus terrible reste les injections quotidiennes d'un mélange de drogues que le docteur Beaumont a mis au point au cours de ses années d'expérimentation. Opium, belladone, digital, ergot de seigle et d'autres substances dont la nature exacte reste mystérieuse se combinent pour produire un état de soumission artificielle qui transforme progressivement les patients en automates dociles. Sœur Marie-Claire, qui a réussi à observer plusieurs de ces séances depuis un réduit adjacent à la salle de traitement, découvre avec horreur l'arsenal d'instruments utilisés par le médecin. Sangles de cuir pour immobiliser les patients, appareils métalliques d'aspect inquiétant destinés à stimuler les centres nerveux, seringues de diverses tailles pour les injections et surtout une collection de fioles contenant des liquides aux couleurs sinistres qui évoquent davantage un laboratoire d'alchimiste qu'un cabinet médical. Le docteur Beaumont, qu'elle observe attentivement lors de ces séances, révèle alors sa véritable nature. Ancien chirurgien militaire ayant servi dans les campagnes coloniales d'Afrique du Nord, il a développé pendant ces années de guerre des méthodes peu orthodoxes pour traiter les prisonniers récalcitrants et les indigènes rebelles. De retour en France, il a trouvé dans l'hospice Saint-Augustin un terrain d'expérimentation idéal pour perfectionner ses techniques de conditionnement mental. Ces méthodes, qu'il qualifie de correction comportementale par stimulation neuronale, s'inspirent largement des techniques d'interrogatoire apprises dans les geôles algériennes, adaptées aux exigences d'une clientèle bourgeoise soucieuse de préserver les apparences. L'objectif n'est plus de faire parler des prisonniers politiques, mais de transformer des individus socialement gênants en épaves humaines inoffensives. Les patients qui résistent trop longtemps à ces traitements finissent invariablement par succomber à leurs maux, officiellement du moins. En réalité, sœur Marie-Claire découvre bientôt qu'une partie d'entre eux ne meurt pas vraiment, mais sont simplement transférés dans les caves les plus profondes de l'hospice, où ils végètent dans un état proche de la mort cérébrale. Ces morts vivants, maintenus en vie par une alimentation minimale et des injections régulières, servent de cobayes permanents pour les expériences du docteur Beaumont. Celui-ci teste sur eux de nouvelles combinaisons de drogues, étudie les effets à long terme de ces traitements, perfectionne ses techniques de conditionnement mental. Leurs réactions sont soigneusement consignées dans des carnets personnels qu'ils conservent jalousement et qui constituent une véritable encyclopédie de la souffrance humaine. Le système mis en place par les de Brissac révèle ainsi une efficacité redoutable qui dépasse largement le simple internement abusif.
Les familles reçoivent un certificat de décès en bonne et due forme, signé par un médecin agréé et contresigné par les autorités compétentes. Les autorités locales, grassement arrosées par des contributions charitables et des dons aux œuvres publiques, ne posent aucune question gênante et ferment les yeux sur les activités de l'établissement. L'Église bénit les fausses sépultures, célèbre les messes de requiem pour des morts fictifs et empoche sa part des bénéfices sous forme de donations pieuses destinées aux œuvres paroissiales. Tout le monde y trouve son compte. Les familles se débarrassent de leurs membres encombrants tout en gardant la conscience tranquille. Les autorités touchent leur pot de vin, le clergé profite de la manne financière et les de Brissac s'enrichissent considérablement. Seules les victimes ne trouvent pas leur compte dans ce système parfaitement huilé. Mais comme elles sont officiellement mortes, leur souffrance n'existe plus aux yeux de la société. C'est là toute la perversité du mécanisme imaginé par Arnaud de Brissac. Faire disparaître les gens sans les tuer vraiment, les maintenir dans un état d'agonie prolongée qui satisfait à la fois les besoins des familles et les penchants sadiques du personnel médical. L'automne 1856 marque un tournant décisif dans cette sinistre affaire. Sœur Marie-Claire, rongée par ce qu'elle a découvert et incapable de continuer à fermer les yeux sur les horreurs quotidiennes de l'hospice, décide de passer à l'action, malgré les risques considérables que cela représente pour sa propre sécurité. Elle commence par constituer discrètement un dossier complet, recopiant méthodiquement des noms, des dates, des témoignages glanés auprès des rares pensionnaires, encore suffisamment lucides pour communiquer. Son travail de fourmi lui permet de reconstituer l'organigramme complet du système, d'identifier les familles impliquées, de chiffrer approximativement les sommes en jeu et de documenter les méthodes employées. Ce dossier, qu'elle dissimule dans une cachette aménagée derrière une latte disjointe du plancher de sa cellule, constitue un réquisitoire accablant contre l'hospice et ses commanditaires. Mais sœur Marie-Claire sait qu'elle ne pourra pas agir seule contre un système qui implique des personnalités influentes et des intérêts considérables. Elle décide donc de faire parvenir ses preuves à l'extérieur, en s'adressant à son frère Pierre, clerc de notaire à Rouen, en qui elle a une confiance absolue. La lettre qu'elle lui adresse, rédigée dans le plus grand secret pendant les longues heures d'insomnie qui jalonnent ses nuits tourmentées, constitue un véritable testament moral. Elle y détaille toutes ses découvertes, décrit les horreurs dont elle a été témoin, identifie les responsables et les complices. Mais surtout, elle y joint une liste complète des victimes encore vivantes, avec leurs véritables identités et les circonstances de leur internement. « Mon cher Pierre », écrit-elle de son écriture soignée, « si tu reçois cette lettre, c'est que le pire est arrivé et que j'ai payé de ma vie ma volonté de révéler la vérité. L'Hospice Saint-Augustin n'est pas un établissement de soins, mais un mouroir clandestin où les familles riches font disparaître leurs membres gênants. Des dizaines d'innocents y croupissent dans des conditions inhumaines, officiellement morts, mais en réalité victimes d'un trafic organisé avec la complicité des autorités locales et de l'Église. Je t'adjure, au nom de notre affection fraternelle et de ta conscience chrétienne, de porter ces preuves devant les tribunaux compétents, quelles qu'en soient les conséquences pour notre famille. La justice de Dieu exige que ces crimes ne restent pas impunis. Pour faire parvenir cette lettre à destination sans éveiller les soupçons, sœur Marie-Claire profite de la visite mensuelle du confesseur itinérant, l'abbé Dumoulin, un prêtre âgé qui vient de Bayeux pour confesser les pensionnaires et célébrer les offices extraordinaires. Cet homme, qu'elle juge suffisamment intègre pour lui faire confiance, accepte de transmettre son courrier moyennant un prétexte anodin. Mais ses activités d'investigation n'échappent pas longtemps à la vigilance d'Arnaud de Brissac et de son entourage. Le patriarche, homme rompu aux intrigues et habitué à déceler les menaces potentielles, commence à soupçonner que la jeune religieuse s'intéresse d'un peu trop près aux affaires internes de l'établissement. Ses questions répétées sur les pensionnaires, ses déplacements inhabituels dans l'hospice, ses consultations prolongées des archives, tout cela finit par former un faisceau d'indices qui alerte sa méfiance. Un soir de novembre, alors qu'elle termine sa ronde habituelle dans les couloirs de l'hospice,
Sœur Marie-Claire trouve Arnaud de Brissac, qui l'attend dans sa cellule, assis sur son lit de fer, feuilletant tranquillement ses notes secrètes qu'il a découvertes dans leur cachette. La scène, éclairée par la seule lueur d'une bougie, prend des allures de cauchemar où le mal triomphant nargue l'innocence impuissante. « Ma chère sœur Marie-Claire, » dit-il d'une voix douce et posée qui n'augure rien de bon, ses yeux clairs fixés sur elle avec l'intensité d'un prédateur qui tient sa proie. « Il semble que vous vous intéressiez beaucoup aux affaires administratives de notre hospice. C'est touchant cette curiosité juvénile, mais voyez-vous, il y a des vérités que l'on ne peut porter seul. Elles sont trop lourdes pour de jeunes épaules, trop complexes pour des esprits inexpérimentés. » Sœur Marie-Claire sent la peur lui glacer le sang, mais elle tente de faire bonne figure, puisant dans sa foi et son courage les ressources nécessaires pour affronter cette épreuve suprême. « Monsieur de Brissac, je ne fais que mon devoir de chrétienne. Ces pauvres âmes ont besoin d'aide. Elles souffrent inutilement, elles. Ces pauvres âmes ont exactement ce qu'elles méritent. » L'interrompt-il sèchement, sa voix prenant soudain des accents métalliques qui révèlent sa véritable nature. « Voulez-vous savoir ce qu'était vraiment votre chère Mathilde Beauvais, une morphinomane invétérée, qui a tué son propre enfant dans un accès de folie furieuse, étouffant le nourrisson pour faire cesser ses pleurs, qui l'empêchaient de prendre sa dose quotidienne. Et Antoine Mercier, un sodomite pervers qui corrompait systématiquement les enfants de cœur de sa paroisse, profitant de sa position sociale pour assouvir ses instincts contre nature. Quant à Marie de la Croix, cette sainte femme empoisonnait lentement son mari à l'arsenic pour hériter plus rapidement et pouvoir épouser son amant. Il se lève lentement, s'approche d'elle avec la démarche féline d'un chat qui joue avec une souris, et sa voix se fait murmure chargée de menaces. Nous ne sommes pas des monstres, ma sœur. Nous sommes les gardiens silencieux de l'ordre social, les protecteurs discrets de la morale publique. Ces gens ne peuvent pas vivre normalement en société sans représenter un danger pour leurs semblables, mais leurs familles ne peuvent pas non plus supporter la honte de les voir traîner devant les tribunaux et flétris publiquement. Nous leur offrons une solution, élégante, discrète, qui préserve l'honneur de tous tout en protégeant la société. Mais les torturer, les maintenir dans cet état, balbutie sœur Marie-Claire, révoltée par cette logique perverse qui transforme le crime en œuvre charitable. Les torturer? Arnaud de Brissac éclate d'un rire sans joie qui résonne sinistrement dans la cellule exiguë. Qui parle de torture? Nous appliquons des traitements médicaux innovants, approuvés par les plus grands spécialistes de l'époque. Et puis, ces gens sont morts civilement, officiellement, légalement morts. Leurs familles peuvent porter leur deuil en paix, faire célébrer des messes pour le repos de leurs âmes, hériter de leurs biens sans contestation possible. La société est débarrassée de ces éléments perturbateurs, et eux, eh bien, ils existent quelque part, dans un état où ils ne peuvent plus nuire à personne. N'est-ce pas infiniment plus charitable que la potence, le bagne ou l'asile public? Cette logique perverse, qui transforme l'horreur en acte de charité et le crime en service social, révulse profondément sœur Marie-Claire. Mais elle comprend aussi qu'elle est désormais en grand danger face à un homme qui a consacré sa vie à perfectionner un système criminel et qui ne reculera devant rien pour le protéger. Arnaud de Brissac semble lire dans ses pensées avec la perspicacité de celui qui a l'habitude de manipuler les consciences. « Vous vous demandez sûrement quel sort nous vous réservons », dit-il en souriant avec une fausse bienveillance qui glace le sang. « Rassurez-vous, vous êtes bien trop jeune et trop pur pour mériter nos attentions particulières. Vous n'avez commis aucun crime contre la morale ou la société, mais votre état de santé mentale me semble préoccupant. Cette obsession malsaine pour nos pensionnaires, ces hallucinations que vous décrivez, cette tendance à voir du mal partout. Le docteur Beaumont pense qu'un repos complet dans un environnement protégé vous ferait le plus grand bien. Le piège se referme inexorablement. Sœur Marie-Claire réalise qu'elle va subir le même sort que ceux qu'elle tentait de sauver. Devenir à son tour une pensionnaire de l'hospice, officiellement soignée pour troubles mentaux, mais en réalité réduite au silence par les méthodes éprouvées du docteur Beaumont.
Mais elle a encore un atout dans sa manche, une assurance qu'elle a pris la précaution de mettre en place. Avant de prendre des décisions irréparables, monsieur de Brissac, dit-elle en affectant un calme qu'elle est loin de ressentir, vous devriez savoir que j'ai fait parvenir à mon frère, clerc de notaire à Rouen, une lettre détaillée contenant toutes mes découvertes. Cette lettre porte instruction de la remettre aux autorités judiciaires si je venais à mourir subitement ou à être déclarée folle. Mon frère est un homme méticuleux qui s'inquiétera rapidement si je cesse de correspondre avec lui. Cette révélation frappe Arnaud de Brissac comme un coup de massue. Pour la première fois depuis le début de cette confrontation, elle voit une fêlure dans son assurance, une lueur d'inquiétude dans son regard, habituellement si maître de lui. Il comprend instantanément que le système si bien huilé qu'il a patiemment construit au fil des années risque de s'effondrer comme un château de cartes si cette lettre compromettante parvient aux mauvaises personnes. Les enjeux sont colossaux. L'Hospice Saint-Augustin traite chaque année plusieurs dizaines de cas, rapportant des centaines de milliers de francs à ses gestionnaires. Les familles impliquées comptent parmi les plus influentes de France, de la petite noblesse de province aux grands banquiers parisiens. Les complicités s'étendent jusqu'aux plus hautes sphères de l'administration impériale. Un scandale de cette ampleur pourrait ébranler le régime lui-même. S'ensuit une négociation tendue qui va durer plusieurs heures, ponctuée d'offres, de contre-offres, de menaces voilées et de marchandages sordides. Arnaud de Brissac tente d'abord la corruption, proposant à sœur Marie-Claire une somme considérable pour acheter son silence et sa collaboration. Devant son refus indigné, il essaie l'intimidation, évoquant les accidents qui peuvent survenir dans un établissement isolé, les maladies soudaines qui frappent parfois les religieuses trop curieuses. Finalement, acculé par la menace que représente cette lettre compromettante, il semble accepter un compromis. Sœur Marie-Claire révélera où se trouve le document en échange de sa liberté immédiate et de la libération d'au moins une partie des prisonniers des caves. L'accord semble conclu quand Arnaud de Brissac lui tend la main pour sceller leur pacte, mais c'est sans compter sur l'intervention d'Édouard de Brissac. Le fils, dont l'ambition et la cruauté dépassent largement celle de son père, a assisté à toute la scène depuis le couloir, dissimulé dans l'ombre. Contrairement à Arnaud, qui garde encore quelques scrupules hérités de son éducation aristocratique, Édouard appartient à cette nouvelle génération d'hommes d'affaires sans état d'âme pour qui seul compte le profit. La perspective de voir s'effondrer l'empire financier qu'il espère hériter lui est insupportable. Durant la nuit qui suit cette confrontation, il prend une décision radicale. Profitant du sommeil de sœur Marie-Claire, épuisé par cette épreuve, il se glisse dans sa cellule, accompagné du docteur Beaumont. Ensemble, ils administrent à la jeune religieuse une dose massive de laudanum, officiellement pour calmer la crise nerveuse qu'elle traverse depuis quelques jours. Au matin, sœur Marie-Claire Dufresne est trouvée morte dans sa cellule, victime selon le certificat médical signé par le docteur Beaumont d'une défaillance cardiaque consécutive à un dérangement mental aigu. Ses obsèques, célébrées dans la chapelle de l'hospice en présence de toute la communauté, donnent lieu à des homélies touchantes sur cette jeune âme emportée prématurément par le zèle excessif qu'elle mettait à servir les déshérités. Mais Édouard de Brissac a commis une erreur fatale. Dans sa précipitation à éliminer le témoin gênant, il n'a pas pu récupérer la fameuse lettre que sœur Marie-Claire avait fait parvenir à son frère. Cette lettre, accompagnée d'instructions précises, parvient effectivement à Pierre Dufresne qui, alerté par la nouvelle de la mort subite de sa sœur, décide de mener sa propre enquête. L'enquête menée par Pierre Dufresne va révéler l'ampleur extraordinaire du scandale de l'Hospice Saint-Augustin. Homme méticuleux et obstiné, fort de son expérience de clerc de notaire, il consacre 6 mois de sa vie à reconstituer patiemment le puzzle criminel dont sa sœur lui a légué les pièces principales. Ses investigations le mènent d'abord dans les archives notariales de toute la Normandie, où il découvre une série troublante de successions bâclées, de testaments suspects, d'héritages contestés puis mystérieusement acceptés. Les noms figurant sur la liste établie par sœur Marie-Claire correspondent à autant de dossiers
où des héritiers gênants ont disparu au moment crucial du règlement successoral. Pierre Dufresne pousse ensuite ses recherches vers les registres paroissiaux et les actes d'état civil. Là aussi, il découvre des anomalies flagrantes. Des certificats de décès signés par le même médecin à des dates suspectes, des enterrements célébrés sans que personne n'ait vu les corps, des épitaphes gravées avant même la date officielle du décès. Mais c'est en soudoyant discrètement quelques employés subalternes de l'hospice que Pierre Dufresne obtient les preuves les plus accablantes. Un palefrenier, un jardinier, une lingère, tous témoignent sous serment de ce qu'ils ont vu. Les transferts nocturnes de corps, les cris provenant des sous-sols, les fosses creusées dans les jardins, les substances chimiques manipulées par le docteur Beaumont. Le dossier ainsi constitué représente plusieurs centaines de pages de témoignages, de recoupements, de preuves documentaires qui forment un réquisitoire accablant contre l'hospice et ses commanditaires. Mais Pierre Dufresne comprend rapidement qu'il ne peut pas s'adresser aux autorités locales, toutes compromises dans l'affaire. Il décide donc de porter directement son dossier à Paris, devant la Cour impériale et le ministère de l'Intérieur. Quand l'affaire éclate enfin, en juin 1857, c'est un véritable séisme qui ébranle non seulement la Normandie, mais toute la France du Second Empire. Car parmi les familles impliquées figurent des noms prestigieux de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie, barons d'empire, banquiers influents, industriels prospères, tous clients de l'hospice Saint-Augustin pour se débarrasser de leurs membres encombrants. Plus grave encore, l'enquête révèle que le système mis en place par les de Brissac n'est pas unique en son genre. D'autres établissements similaires fonctionnent un peu partout en France, discrets refuges où les familles aisées peuvent faire disparaître leurs scandales domestiques. L'hospice Saint-Augustin n'était que la partie visible d'un iceberg criminel qui menace d'emporter une partie de l'élite sociale française. L'empereur Napoléon III lui-même se trouve embarrassé par cette affaire, car plusieurs de ses proches collaborateurs entretiennent des relations avec les familles compromises. Le comte de Morny, demi-frère de l'empereur et personnage influent du régime, est soupçonné d'avoir eu recours au service de l'hospice pour régler discrètement un problème familial. Le duc de Persigny, ministre de l'Intérieur, a signé personnellement plusieurs autorisations administratives qui ont facilité le fonctionnement de l'établissement. Face à ce scandale d'une ampleur extraordinaire, le pouvoir impérial adopte la stratégie classique de l'étouffement contrôlé. Il faut des coupables pour satisfaire l'opinion publique, mais pas trop, pour ne pas écabousser les personnalités importantes. Il faut de la vérité, mais pas toute la vérité, pour préserver la stabilité du régime. La solution adoptée est caractéristique de l'époque. Un procès à huis clos, où seuls comparaîtront les responsables directs, tandis que les commanditaires et les complices de haut rang échapperont aux poursuites, moyennant leur collaboration avec la justice. Arnaud de Brissac et le docteur Beaumont sont arrêtés discrètement et jugés par un tribunal militaire siégeant en secret à Paris. Le procès, qui dure 3 semaines, révèle dans le détail l'horreur du système mis en place à l'hospice. Les témoignages des rares survivants, rapatriés dans des établissements parisiens pour l'occasion, glacent d'effroi les magistrats habitués pourtant aux affaires criminelles les plus sordides. Les expertises médicales démontrent l'usage systématique de drogue pour maintenir les victimes dans un état de soumission. Les fouilles archéologiques des jardins révèlent l'existence de 143 corps enterrés clandestinement. Arnaud de Brissac et le docteur Beaumont sont condamnés au bagne à vie pour assassinat en série et association de malfaiteurs. Mais leurs sentences sont immédiatement commuées en assignation à résidence dans une propriété isolée de Guyane, officiellement pour préserver les secrets d'État impliqués dans l'affaire. Ils mourront tous deux quelques années plus tard de fièvre tropicale, selon les rapports officiels qui ne trompent personne sur les véritables causes de leur décès. Édouard de Brissac, lui, échappe complètement aux poursuites. En échange de sa collaboration totale avec les autorités, il révèle l'emplacement exact de tous les corps enterrés dans les jardins de l'hospice, fournit la liste complète des familles clientes avec les détails de leurs transactions, livre les noms de tous les complices administratifs et religieux.
Cette coopération lui vaut une immunité judiciaire et la possibilité de s'exiler discrètement en Argentine avec une partie substantielle de la fortune familiale. L'Hospice Saint-Augustin est officiellement fermé en juillet 1857 pour raisons sanitaires graves. Les quelques 70 pensionnaires encore vivants, découverts dans les caves lors de la perquisition finale, sont discrètement répartis dans d'autres établissements à travers la France. La plupart, trop affaiblis par des années de drogue et de mauvais traitements, ne survivront pas longtemps à leur transfert. Seule une dizaine d'entre eux, les plus résistants, parviendront à retrouver un semblant de vie normale après des mois de soins intensifs. Quant aux corps découverts dans les jardins, ils font l'objet d'une exhumation méthodique dirigée par des experts parisiens. 143 squelettes sont dénombrés, correspondant exactement aux chiffres mentionnés dans le mystérieux registre de décès de 1889 que nous évoquions au début de ce récit. Car cette épidémie de choléra de 1889 n'a jamais existé. Elle était simplement le moyen trouvé par les autorités pour expliquer officiellement, 30 ans après les faits, la mort de toutes ces personnes quand il devint impossible de maintenir plus longtemps la fiction de leurs existences séparées. Le processus d'identification des victimes s'avère long et délicat. Beaucoup de corps sont trop dégradés pour permettre une reconnaissance formelle, d'autres portent des traces de violence qui témoignent des sévices subis avant la mort. Les familles concernées sont discrètement contactées par les autorités. Celles qui le souhaitent peuvent récupérer les restes de leurs proches pour des obsèques tardives, mais enfin dignes. Les autres, trop compromises dans l'affaire ou soucieuses d'éviter un nouveau scandale, laissent les corps dans la fosse commune creusée à la hâte dans le cimetière de Bayeux. Cette fosse, recouverte d'une simple stèle de granit gris, portant l'inscription « Victimes de l'épidémie de 1889, que Dieu ait pitié de leurs âmes », existe encore aujourd'hui. Peu de visiteurs s'arrêtent devant ce monument modeste qui ne révèle rien de l'horrible vérité qu'il dissimule. L'affaire est si bien étouffée qu'elle ne laisse pratiquement aucune trace dans les archives officielles accessibles au public. Les procès-verbaux du procès sont classés secret défense pour une durée de 100 ans, les dossiers d'enquête disparaissent mystérieusement des greffes, les témoignages des survivants sont rachetés moyennant des pensions confortables assorties de clauses de confidentialité drastiques. Seuls quelques documents épars, oubliés dans des cartons poussiéreux d'archives départementales, témoignent encore de cette période sombre. Et bien sûr, les témoignages oraux, transmis en secret de génération en génération par les familles de ceux qui ont travaillé à l'hospice ou participé aux investigations. Car si l'État et l'Église ont réussi à faire taire l'histoire officielle, ils n'ont pas pu empêcher la mémoire populaire de conserver le souvenir de ces événements. C'est ainsi que cette histoire est parvenue jusqu'à nous. Non pas à travers les livres d'histoire officiels qui se taisent pudiquement sur ces événements embarrassants, mais par le biais de ces récits familiaux, de ces secrets chuchotés le soir à la veillée, de ces documents cachés dans les greniers et transmis de père en fils comme autant de témoignages sur la face cachée de notre société. L'affaire de l'Hospice Saint-Augustin révèle en effet une vérité dérangeante sur la France du XIXe siècle. Derrière la façade brillante du Second Empire, derrière les grands travaux haussmanniens et l'essor industriel, se cachait une société profondément inégalitaire où l'argent permettait de s'affranchir de toutes les lois, y compris les plus sacrées. Les de Brissac n'étaient pas des monstres isolés, mais les produits logiques d'un système qui valorisait l'apparence sociale au détriment de la vérité humaine. Dans une époque où l'honneur familial primait sur la justice, où les convenances sociales comptaient plus que la vie humaine, il était inévitable que surgissent des entrepreneurs du crime organisé, prêts à satisfaire les besoins inavouables de leur clientèle. Mais l'Hospice Saint-Augustin n'était pas non plus un cas unique. Les investigations menées à la suite du scandale révèlent l'existence d'au moins une douzaine d'établissements similaires répartis sur tout le territoire français. Maisons de santé privées, hospices confessionnels, pensions de famille. Tous ces lieux apparemment respectables dissimulaient des activités similaires à celles découvertes en Normandie. La plupart ont fermé discrètement dans les mois qui ont suivi l'affaire de Brissac.
leurs responsables disparaissant dans la nature avec les fortunes accumulées, leurs secrets enterrés avec leurs victimes. Quelques-uns ont continué à fonctionner en adaptant leurs méthodes, devenant plus prudents mais non moins criminels. Cette réalité soulève des questions troublantes sur l'ampleur réelle du phénomène. Combien de familles françaises ont eu recours à ces services? Combien d'individus ont ainsi disparu de la société sans laisser d'autres traces que des actes de décès falsifiés? Combien d'établissements de ce type fonctionnent encore aujourd'hui, sous d'autres formes, dans d'autres pays? Car l'histoire de l'Hospice Saint-Augustin n'appartient pas seulement au passé. Elle révèle des mécanismes sociaux intemporels. Le besoin des puissants de faire disparaître leurs problèmes, la corruption des institutions chargées de protéger les faibles, l'indifférence générale au sort des victimes quand elles appartiennent aux catégories sociales méprisées. Aujourd'hui encore, dans notre monde globalisé où l'argent circule librement et où les frontières s'effacent, il serait naïf de croire que de telles pratiques ont complètement disparu. Elles ont simplement évolué, s'adaptant aux nouvelles technologies et aux nouveaux contextes géopolitiques. Les hospices clandestins du XIXe siècle ont peut-être cédé la place à d'autres formes de disparitions organisées, tout aussi discrètes et tout aussi efficaces. Et vous, après avoir écouté ce récit troublant, que pensez-vous? Croyez-vous que toute la vérité sur l'Hospice Saint-Augustin ait été révélée? Ou pensez-vous que d'autres secrets dorment encore dans les archives, attendant qu'une main curieuse les découvre? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres récits de ce genre, et partagez cette histoire avec ceux qui, comme vous, s'intéressent aux mystères les plus sombres de notre passé. Car après tout, si vous vous rendez aujourd'hui dans cette région de Normandie, vous ne trouverez plus aucune trace de l'Hospice Saint-Augustin. Le bâtiment a été rasé en 1890 et une ferme moderne a été construite sur son emplacement. Les jardins ont été retournés, les caves comblées, les traces matérielles de cette tragédie effacées avec un soin méticuleux. Mais les anciens du pays, ceux dont la mémoire familiale remonte à cette époque troublée, vous diront que parfois, les soirs de brouillard quand le vent souffle de l'ouest, on entend encore des gémissements monter de la terre, comme si les victimes de cette tragédie tentaient encore de raconter leur histoire, de témoigner de l'injustice subie, de réclamer la justice qui leur fut refusée. Ces témoignages, qu'on peut évidemment attribuer à l'imagination populaire et aux légendes rurales, posent néanmoins une question essentielle. Dans un monde où les puissants ont toujours les moyens de faire taire les gêneurs, où l'apparence sociale compte souvent plus que la vérité, qui peut garantir que l'Hospice Saint-Augustin n'était qu'un vestige du passé et non un précurseur de pratiques qui perdurent encore aujourd'hui? Cette interrogation, mes chers auditeurs, nous vous la laissons, car certaines vérités sont trop troublantes pour être affirmées avec certitude. Elles ne peuvent qu'être murmurées dans l'ombre, en espérant que ceux qui les entendent sauront en tirer les leçons qui s'imposent. Peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre reprendra le flambeau de sœur Marie-Claire Dufresne, cette jeune religieuse courageuse qui a payé de sa vie sa volonté de révéler la vérité. Peut-être qu'un jour, tous les secrets de ces lieux maudits seront enfin mis au jour, toutes les victimes identifiées, tous les coupables châtiés. En attendant, souvenons-nous de son sacrifice et de celui de tous ces inconnus qui ont péri dans l'ombre des hospices, des asiles et des autres institutions qui prétendaient les soigner alors qu'elles ne faisaient que les faire disparaître. Car c'est là, peut-être, la leçon la plus importante de cette histoire. Dans une société où l'hypocrisie règne, où les apparences comptent plus que la réalité, les victimes les plus vulnérables sont toujours celles qui n'ont pas de voix pour crier leur souffrance. Et c'est à nous, aujourd'hui, de nous assurer que cette voix ne soit plus jamais étouffée, que la mémoire de ces crimes ne sombre pas dans l'oubli, que l'histoire de l'Hospice Saint-Augustin serve d'avertissement pour les générations futures. Car qui sait, peut-être que parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui, certains descendront de familles qui ont été mêlées à cette affaire d'un côté ou de l'autre.
Peut-être que dans vos greniers dorment des documents, des lettres, des témoignages qui pourraient éclairer d'un jour nouveau cette tragédie oubliée. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part, car l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les livres officiels, mais aussi dans ses mémoires familiales, ses archives privées, ses secrets transmis de génération en génération. Et c'est en croisant tous ces témoignages que nous pourrons peut-être un jour reconstituer la vérité complète sur l'Hospice Saint-Augustin et sur tous ces lieux semblables qui ont jalonné notre histoire. En attendant, gardons présent à l'esprit que derrière les façades les plus respectables peuvent se cacher les réalités les plus sombres et que la vigilance citoyenne reste le meilleur rempart contre la résurgence de telles horreurs.